Avocha, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va, super. Je te remercie d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. On m'a invité aujourd'hui pour parler de ton activité. Moi, c'est Avocha, stand-upper / producteur de contenu sur les réseaux. Je fais la distinction parce que c'est vraiment deux métiers différents. D'écrire des blagues, d'aller en comedy club, de faire le spectacle et de faire des vidéos sur internet parce que c'est vraiment pas les mêmes ressorts qu'on utilise. Je fais du stand-up moi depuis 2019. Avant Covid. Juste avant le Covid, après j'ai arrêté après le Covid et après j'ai repris comme tous les artistes de mon milieu on va dire. Et les vidéos, j'ai commencé à vraiment en faire beaucoup depuis février 2024 en fait. Il faut laver le riz. Voilà. C'est pas un débat, c'est pas une question genre t'es plutôt chocolatine ou pain chocolat. Non. Il faut laver le riz. C'est pas une question culturelle genre mais dans ta région on dit plutôt cruche, bro, amphore. Non. Il faut laver le riz. Écoutez-moi bien, il y a des pays qui nous ont colonisés pour prendre les épices et ils n'utilisent pas les épices. Mais ils utilisent le riz. Donc au moins respectez-nous, lavez le riz. Que tu peux nous expliquer juste d'où ça te vient en fait? Comment t'es venu l'humour? L'humour en général? En général? Ou l'humour comme métier? Les deux. Les deux. Alors l'humour en général, je pense que j'ai baigné dedans très petit parce que ma famille faisait tout le temps des blagues, que ce soit la famille nucléaire, la famille étendue. Je dirais pas qu'on a des familles dysfonctionnelles, mais disons que les mécanismes de défense sont souvent passés par l'humour et les blagues. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai intégré très très vite, très très petit. Faire des blagues, raconter des histoires, même les plus traumatisantes possibles. L'ironie en fait, la dérision, tourner les choses avec humour. Exactement, l'ironie, la dérision, le sarcasme, beaucoup. Donc c'est comme ça que voilà, l'humour, ça a toujours été, je dirais pas naturel, mais un environnement dans lequel je baignais. Après, la scène, j'en ai toujours fait depuis que je suis tout petit, en fait, quand j'étais en maternelle, en primaire, j'ai toujours fait les spectacles des écoles, je jouais n'importe quel rôle, juste pour être sur scène. Je pense que j'étais un gamin qui avait besoin d'attention, quoi. Et après, le stand-up, par contre, c'était comme je te dis, en 2019, où, en fait, mon école participait à un concours des étudiants les plus drôles de France. Ils avaient besoin de quelqu'un parce qu'ils s'étaient inscrits, mais ils n'avaient pas de candidat. Ils m'avaient dit, ouais, écris un texte. J'avais écrit un texte, j'étais arrivé en finale à la Cigale à Paris. Je me suis dit, ça peut être marrant comme métier quand tu fais rire milliers de personnes en fait. Parce que du coup, c'était tes premières fois sur scène. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Tu l'as vécu comment? En fait, quand j'étais dedans, franchement, j'étais gamin dans la tête. C'était encore des paillettes, c'était extraordinaire. La finale, c'était à la Cigale et il y avait toutes les stars de l'humour française. Ils avaient du budget à l'époque. Donc moi, on était 4 débutants. Il y avait, 4 débutants, oui, 4 débutants. Il y avait moi, Célia Blague de Trou, qui est ma meilleure amie maintenant. Victor Parnaso, un pote à moi, et Paul Mirabel. Donc on était les 4 finalistes. Ok. C'était Paul Mirabel qui avait gagné cette édition-là. C'était au moment où il commençait à exploser, donc il gagnait tous les concours et il le méritait, c'était génial. Et nous, derrière, en fait, c'était nos premières scènes, nos premiers pas. Moi, je ne savais pas ce que c'était le stand-up encore. J'en faisais, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Et mon tout premier sketch de toute ma vie est sur Canal+. Voilà. Ok. Ouais, parce que du coup, c'était retranscrit. C'était filmé sur Comédie Plus, une chaîne de Canal+. Okay. Et donc, le tout premier sketch, mais vraiment, maintenant que je regarde, il était nul, quoi. Ah ouais. Par rapport à ce que je fais maintenant, ouais. je sais que je suis en mode il parlait de quoi, genre? Il parlait de voler des... Non, je sais pas si on va dire ça dans le podcast. Bon, si, de toute façon, il est sur Canal+. Donc... il parlait d'avoir des familles nombreuses, de voler des pommes au supermarché en ne pesant pas les trucs. Il parlait de l'origine de mon prénom. Il parlait de ça, à peu près. On avait 4 minutes, donc c'est très rapide. Je suis né à Madagascar, en -15 avant le film. Oui, je suis obligé de préciser que notre hymne national, c'est pas I like to move it. J'imagine l'équipe de Madagascar, Coupe du Monde 2018, au moment où l'hymne retentit dans le stade.
Et je te jure, c'était fou parce que c'était ma première scène à la Cigale. On va dire deuxième parce qu'il y avait une sélection dans mon école. Et après la deuxième, bon, c'était à la Cigale. Et je passais entre Roman Frécinet et Baptiste Le Caplin. Oh putain, dingue. Donc Baptiste Le Caplin finit son show. L'animateur fait maintenant faites du bruit pour Avocha. Et après il dit faites du bruit pour Roman Frécinet. Donc c'était. Oh waouh. Et du fou. coup, le public, il l'avait bien reçu et ça t'a... Oui, le but c'était c'était le gala des débutants, mais pour qu'ils aient un spectacle de 1 heure, le public il y avait toutes ces stars. En fait, c'était au moment où ils n'étaient pas encore méga connus, mais ils étaient quand même connus, quoi. D'accord. Mais voilà, quoi, maintenant que j'y repense, si on va dans les loges, il y avait la sœur de Ramzy Bedia, il y avait Farid, enfin c'était... Ah, il y a tout le monde, quoi. Oui, c'était Ok. une folie. T'habites à Toulouse. Alors, je sais pas s'il faut dire ça dans les podcasts, parce qu'après les gens ils me retrouvent, mais après on Ah, merde. non, je plaisante. Non, en vrai, j'en suis pas à ce niveau-là, mais oui, moi je suis basé à Toulouse. Là, t'es en hexagone depuis combien de temps? Je suis en hexagone depuis 2014-2015. Voilà. Je suis arrivé rentrée 2014, je dirais. 10 ans, du coup. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur d'où tu viens, Ouais. etc. Tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr. Donc moi, né à Madagascar, born and raised à Fianarantsoa, plus précisément. Non, je suis né à Tananarive, donc la capitale. J'ai vécu 3 ans à Tana. J'en ai des souvenirs, mais j'en ai plus de souvenirs que mes parents me racontent et quelques flashs vraiment vivides dans ma tête. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est mon enfance à Fianarantsoa, qui est la ville basée dans les hauts plateaux de Madagascar. La région, c'est la Haute-Massiatche, voilà, si jamais, petit cours de géographie. Et c'est là-bas où ma grand-mère a vécu. Et on habitait avec elle au début, et après on a eu notre maison avec mes parents, mais toujours dans la même ville, dans le même quartier. Après, 2007, je bouge à La Réunion, parce que ma grand-mère est réunionnaise. J'ai une partie de la famille qui est basée à la grand-mère maternelle. C'est la seule que j'ai connue, que j'ai vue vivante. Il y a quelques réunionnaises dans tout... la ouais, il n'y a que biographie elle. familiale. Ok. Ouf. Oui, il n'y a que elle. Après, je ne suis pas remonté très loin dans ma généalogie, mais je pense que de ce que j'ai vu, il n'y a que elle. Ok. Et c'est par rapport à elle que vous êtes retourné Ouais, à La Réunion. principalement, ouais. Elle habitait à La Plaine, elle. Et La plaine des Palmistes. Ok. Et nous, on s'est installé à Sainte-Rose, qui est juste en contrebas, quoi. Voilà. 2007, après, je suis venu ici pour faire mes études en 2014, du coup. Et justement, ça, c'est quelque chose dont tu parles dans ton spectacle que j'ai vu hier soir au Red Line. D'ailleurs, incroyable. Enfin, voilà, on a Bien, merci. tous super bien rigolé. Tu parles de ces questions-là, de l'identité, etc. Effectivement, tu as des origines malgaches, mais tu as vécu aussi à La Réunion et puis maintenant en Hexagone. Et en gros, tu disais que t'es jamais vraiment 100% chez toi. Mais quand même, c'est des sujets que tu abordes beaucoup, par exemple sur La Réunion. L'identité créole, etc. Tu défends un peu ces choses-là. Et je me demandais, maintenant que tu n'y es plus à La Réunion, depuis longtemps maintenant, comment est-ce que tu restes connecté à ça, à ton identité, à ta créolité, etc. Comment on fait quand on est loin? Ouais. Alors, comment on fait pour rester connecté à notre identité en étant loin? Moi, principalement, ça passe par... Alors, ce que je consomme en termes de médias, déjà, parce que c'est important, je me fais ma petite bulle de créolitude. Et en plus, en ce moment, il y a beaucoup de médias qui apparaissent, mais notamment le tien, par exemple, qui va bientôt arriver. Il y a plein de podcasts, plein de studios qui font des vidéos en promouvant les artistes réunionnais. Il y a plein de médias d'infos, pas officiels, mais des canaux plus officieux qui parlent de la Réunion. Donc ça, c'est un premier pas, on va dire, quand on est loin de s'informer enfin de rester connecté, on va dire, via ces trucs-là. Après, il y a bien sûr les amis. Les amis que tu te fais ici en Hexagone, avec qui tu partages des moments qui sont empreints de la culture, de refaire des pique-niques, de refaire des bouffes, de refaire des sorties qui te rappellent un peu la maison, quoi. Et après, moi, le fait d'avoir fait les vidéos, ça me permet de me connecter avec des gens qui me parlent
et avec qui j'échange beaucoup. Et après, le plus dur, c'est moi j'essaie d'y retourner une fois par an, mais bon, tu connais, les billets sont chers, 1 000 €, enfin c'est énorme quoi. Mais voilà, j'essaie d'y retourner 1 à 2 fois par an quand c'est vraiment possible. Et parce que mes parents ils sont encore là-bas, donc moi je parle à mes parents, c'est comme ça que je reste connecté. Enfin le lien est toujours là quoi. Mes frères aussi, enfin mon frère est là-bas et lui pour le coup, tu vois, mon frère il avait que 2 ans quand il est arrivé à La Réunion. Donc lui, toute sa culture en fait est vraiment purement créole quoi. Et le contact avec Madagascar malgache, c'est mes parents qui sont à La Réunion qui lui donnent. Et du coup, c'est pour ça que parfois, avec mon frère, on n'a pas exactement le même système de valeurs, parce qu'on n'a pas vécu en soi les mêmes choses, même si on a été éduqués de la même manière. D'accord, je vois. Et donc, il n'y a pas de... Parce que là, toi, tu es en Hexagone et tu travailles Enfin, tu fais du stand-up, et à côté, tu as aussi un emploi parallèle. Est-ce que tu n'as pas de comeback prévu alors à La Réunion par rapport à ça, par rapport au métier que tu fais, au stand-up, etc. C'est pas suffisamment... Enfin, c'est pas possible de faire ça à La Réunion. De faire ce que je fais à La Réunion ? Ouais. En fait, je pense que c'est possible de faire ce que je fais à La Réunion, parce qu'il y a des stand-uppers à La Réunion, il y a des créateurs de contenu à La Réunion, mais je pense que c'est pas encore possible d'être totalement professionnel à La Réunion. Il y en a. De vivre que de ça. Il y en a qui le font. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Et ils doivent quand même faire des allers-retours en France pour faire des salles et tout. Je pense à une pote à moi, Marina Cars, par exemple, qui habite là-bas et qui fait des allers-retours entre La Réunion et la France et qui joue à La Réunion. Donc, oui, à terme, j'aurais aimé que ce soit possible et j'aimerais bien y contribuer. Le but, c'est de se faire l'expérience ici et après d'amener les savoirs, d'amener tout ce qu'on a engrangé ici pour développer là-bas, quoi. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, en tout cas. Sur le Instagram du Comedy Club de là-bas. Le Run Comedy Club ? Le Run Comedy Club, voilà. En fait, j'ai compris, ils prennent des kits écossais pour aller dans les sentiers de randonnée parce que c'est facile à enlever et après, ils font des randonnées tout nus dans le sentier. Vous savez que c'est un truc qu'ils faisaient ici, ça ? Non ? Alors moi, j'ai un message, d'accord, pour toute la faune étrangère de ce pays. On a accepté les kinés en coloc à Saint-Gilles. On a accepté les psychologues bien-être, yoga sur la plage Saint-Leu. On a accepté les rastas blancs, ils vendent CD, marché Saint-Paul. Mais par contre, les vieux boucs, tout nus dans le sentier. Moi, quand je veux voir les pitons des neiges, je veux voir un seul piton des neiges. Que je connais pas, parce que je crois que c'est récent, ça, non ? Ouais, ça fait 1 an. Ouais, voilà. Et quand j'y étais, j'ai quitté La Réunion il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, il n'y avait pas ça. Et quand j'ai vu cette page-là et tout, je t'ai découvert toi et puis d'autres humoristes. Et je trouve que c'est bien, parce que ça me manque en fait, en réalité. Après, pour l'instant, là, c'est que dans le Nord. Non, ils font plein de... Enfin, ils commencent à se développer un peu dans le Sud et dans le Nord. Moi, à terme, j'aimerais bien en faire dans l'Est aussi. Ouais. Et après, le truc, c'est que le stand-up, l'art qu'on fait nous, tu vois, c'est un art où il faut conditionner les gens, en fait, un peu, à consommer cet art, parce que c'est pas quelque chose qu'on consomme beaucoup à la Réunion. Il y a des humoristes à La Réunion, et des super humoristes. Oui, il y a toujours eu. Toujours eu, tu vois, Thierry Jardineau, les... Marie-Alice, tout ça. Mais là, avec les semaines commerciales, n'a pas un petit peu plus de monde quand même ? Non, n'a point. Il n'y a pas de monde, n'a point. Les clients, c'est pas des clients, c'est des passants. Ah. Ils passent, ils repassent, ils dépassent le magasin, mais ils rentrent pas. Tu vois, c'est embêtant. Il y a la semaine dernière, m'a gagné, madame la rentre dans le magasin avec son petit fille, la vieille robe jaune. Quelle couleur ? Jaune. Ok, pas la couleur jaune. Il y a un magasin d'arabe, ils vendent la couleur jaune. Et là, que moi, ils vendent ça, la rue Maréchal Leclerc, à la pointe des jaunes.
Ni la vie des bons enfants, n'a qu'aimerait vendre ça. Alors, le madame, là, tout ça joli, elle a dit, c'est combien le rhum? Elle a dit, 20 euros. Elle a dit, quoi? 20 euros? C'est cher! Mais gars, achetez une bouteille de gaz avec, monsieur. Madame Alice, la fais-moi la main. Oh. Moi, t'es maîtrise. Maîtrise. Mais qui sont dans le personnage, dans le sketch, etc., qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on fait. Alors explique-nous la différence, parce que moi j'ai appris ça hier seulement. La différence entre sketch et stand-up. Bah, tout le monde, Ok. Bah, en fait, le sketch, moi, comment je le décris moi et comment je le vois, c'est tu fais des personnages. Là, tu fais des personnages et il y a un quatrième mur. Enfin, le quatrième mur est fin, mais il y a un quatrième mur entre l'artiste et le public. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas directement au public. Okay. Le but est le même, hein, avoir des réactions, des rires. Donc c'est pour ça que je dis quatrième mur, mais pas vraiment de quatrième mur, parce que celui qui fait des sketchs cherche quand même cette approbation par le rire du public. Mais le stand-up, on va s'adresser directement. Dire, voilà, t'as vu le spectacle hier, je fais pas de personnage, c'est moi qui parle de moi, de mes sujets, d'actualité. Voilà, c'est une conversation entre le public, enfin une conversation, un espèce de contrat entre l'artiste et le public, où on se dit, bah, je vais vous parler, vous allez rigoler, vous parlez pas. C'est un métier de connard. Hein. Vous parlez pas, oui c'est vrai, parce que des gens parlent. Ça, comment tu le gères? Parce que c'est compliqué, non? Les gens qui interviennent comme ça de façon intempestive. Non, quand c'est intempestif, c'est vrai que ça peut être dérangeant quand le public... En fait dès qu'il y a des moments qui font que le public se décroche de ce que tu dis, ou n'est plus dans le moment, oui. C'est là que ça devient compliqué. S'il y a des interventions intempestives, et que tu arrives à inclure le public et que ça rigole et que tu arrives à en faire un moment, à le transformer en quelque chose, à rebondir dessus, à faire en sorte qu'il y ait un échange et que ça ne perturbe pas le flow du spectacle, c'est très bien, ça fait partie du spectacle en fait. Mais c'est dur ou pas? Parce qu'il y a des humoristes, moi j'ai remarqué, ils sont très portés sur ça, sur l'impro et tout, tu vois, ils vont se écouter enfin ils vont même eux-mêmes aller provoquer, parler aux gens et tout, et pour ensuite en faire quelque chose. Et il y en a qui sont très forts dans ça. Est-ce que toi, c'est ton truc? C'est pas ton truc? Moi, c'est pas du tout mon truc. Okay. Voilà. Moi, je préfère être honnête parce que c'est, on va dire, une flèche à mon arc que je maîtrise pas encore totalement. Je peux le faire, mais ça va pas être au niveau de gens qui font ça tout le temps. Parce qu'en fait, c'est comme un sport et c'est une capacité qu'il faut développer et qu'il faut faire régulièrement, parce qu'en fait à un moment donné ça devient un muscle de savoir rebondir, de savoir anticiper, de savoir où mener la conversation, et les gens qui font ça, ça fait des années qu'ils font ça. L'impro ça vient pas, c'est pas comment dire. Bon, moi je me rappelle toujours d'une phrase de Jamel qui me marque à vie, qui disait l'impro c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Voilà. Ok. C'est ça. En fait, c'est des trucs, c'est des schémas que tu répètes, et après, tu vois, le maître de ça au début, c'était Kairon. Ah oui, je vois. Tu vois, il avait des tiroirs, et en fait, quand tu commences à faire du stand-up et quand tu as un peu d'expérience, tu commences à voir un peu les ficelles, mais voir et le faire, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est le nombre de stand-uppers qui arrivent sur scène et qui pensent que ça peut être instantané, et du coup ils arrivent, ils sont en mode bah j'ai rien en fait. Mais oui, c'est normal, t'as rien parce que t'as pas préparé. Et moi c'est comme ça, genre je sais que si j'ai pas encore ce muscle là, on va dire, de l'impro instantané, même si voilà, je sais en faire, mais c'est pas le domaine dans lequel j'excelle le plus. Ok. Et c'est un truc que t'aimerais développer ou pas spécialement? Alors oui, j'aimerais le développer, mais c'est pas sur ce quoi je me concentre, quoi. Si on peut parler du thème global, des thèmes un peu que tu abordes dans tes spectacles et dans ce que tu proposes aussi sur Instagram. C'est un humour que je qualifierais d'engagé, politiquement parlant. Oui, on peut dire ça, voilà. Clairement. Toi, tu parles de la décolonisation, tout ce qu'on disait tout à l'heure, l'identité, tout ça. Tu parles de la Réunion, tu parles de Madagascar, que les gens ignorent beaucoup de choses sur nos territoires, etc. Tu disais au tout départ que quand tu as commencé, tu ne traitais pas forcément ces thèmes-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que à quel moment Qu'est-ce qui s'est passé? t'as basculé? Ouais, en fait, au départ, quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'étais dans cette optique de il faut que j'attire le plus de monde dans la salle et que je sois le plus universel possible. Donc, je traitais voilà, de sujets un peu superficiels, ce que je considère maintenant, par rapport à ce que je fais, superficiel, moi. Et du coup, je parlais, on va dire, de tout et de rien. Mais bon, enfin, si tu parles de tout et de rien, en fait, basiquement, c'est que tu parles pas de grand-chose. Voilà. Donc, mon spectacle, le premier spectacle que j'ai écrit, qui s'appelle Avant le chaos, c'était un peu ça. C'était un mélange de 10 minutes de sujets un peu décousus de la vie quotidienne, de ce que je vivais, mais pas vraiment. Alors, il a toujours été engagé, on va dire, parce que je parlais beaucoup d'écologie, je parlais beaucoup de ces sujets-là qui sont quand même assez marqués, on va dire, politiquement dans le sens de la cité. Mais c'était pas comme ce que je fais maintenant. En fait, la vraie bascule, c'est que avant, je me suis dit, il n'y a pas de public pour ce que j'ai envie de raconter par rapport à l'identité, tout ça, etc. Ce qui est totalement faux. Tu pensais que ça allait pas parler aux gens? Ouais. Mais en fait, ce qui est totalement faux, parce qu'en fait, tout le monde est en quête d'identité. On est arrivé dans une génération où on se demande toujours, mais qui est-ce qu'on est, en fait? Peu importe d'où tu nais, d'où tu viens, etc. Quoi. Et donc, c'est au moment où je pense que j'ai capté que ça, où je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que maintenant que je parle de ce qui me touche profondément, en fait. Et pourquoi ça te touche profondément, ça? Mais parce que ça a toujours été des soucis pour moi. Ça a toujours été des choses sur lesquelles je me questionnais. Ça a toujours été des sources de micro-oppression dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, j'ai cette capacité de transformer les traumatismes en blagues, autant parler des miens, en fait. Alors, je parle toujours, on va dire, des traumatismes généraux de la Terre qui souffre et de l'écologie, mais on va dire que je me suis concentré sur ça depuis 1 ou 2 ans, quoi. Je sais pas dans quelle mesure c'est la part de réalité et de fiction de ce que tu racontes dans tes spectacles. Est-ce que c'est genre tout est vrai ou est-ce qu'il y a des... je suppose que c'est un peu romancé. Je sais pas. Alors oui, tout est... Alors vrai, c'est un grand mot, mais on va dire que toutes les anecdotes que je raconte dans le spectacle que tu as vu hier, c'est des choses qui sont vraiment passées. Ok. Je suis pas très bon à inventer de la fiction, on va dire, à faire de la fiction pure. Donc ce que je raconte, c'est toujours empreint des choses que j'ai vécues. Bien sûr, elles sont romancées et elles sont travaillées pour que elles soient drôles pour le public, quoi. Parce que si je racontais l'histoire brute, elle ne sortirait pas comme un spectacle, quoi. Ça resterait un traumatisme. Voilà, ce serait juste du dumping, trauma dumping sur scène. J'ai le psy pour ça, la psy d'ailleurs. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, bon, la psy alors. Parce que du coup, oui, c'est vrai, tu parles de santé mentale aussi un peu. Genre, t'as une psy, tu lui racontes ce que tu vis, etc. Et souvent, ça peut être lié à ta culture, à ce que... Voilà, tu donnais un exemple précis, on va pas refaire le spectacle là, mais les coutumes qu'il y a à Madagascar et tout ça. Et la psy te répond que... Enfin, elle est choquée, en fait, de ce qui se passe à Madagascar en termes de d'us et coutumes, quoi. Et est-ce que ça, c'est quelque chose de vrai? Oui, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, en fait. C'est que, du coup, je voyais des psys, donc, mais qui sont hexagonaux, ça, qui viennent d'ici et qui n'ont connu que ici. Et du coup, en fait, moi, je fonctionne beaucoup en fait, à l'énergie. Enfin, j'avoue que je suis quelqu'un qui est très... je dirais... Ouais, si, je pense que je peux aller jusqu'à spirituel, on va dire. Mais parfois, tu sens pas qu'il y a... alors, je sais pas devenir pote avec les psys, parce que c'est pas le rôle, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. Mais tu vois, parfois, il y a des trucs où tu te sens pas de le dire, parce que tu te dis, mais... Ils vont même pas comprendre, en fait, d'où ça vient le truc, même si c'est leur travail, tu vois, mais je me sens pas... Moi, je me sens bridé dans
dans mon expression parce que j'ai ce truc, alors peut-être que c'est une croyance limitante, hein, si ça se trouve, hein. Mais je me dis, ouais, je sens que les réponses ne sont pas celles qui vont me faire avancer. Tu vois. Après, de toute façon, ça paraît pour tout le monde, même si tu n'es pas racisé, etc. Parfois, il y a des psys avec qui tu t'entends pas, etc. Du coup, tu changes parce que tu sens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, quoi. Parce que tu te sens pas à l'aise pour discuter, parce que la méthode qu'elle utilise n'est pas... Et donc, en vrai, c'est pas difficile d'en trouver, parce que maintenant, en fait, vu que voilà, il y a des gens de ma génération qui ont vécu ça et qui sont devenus psy, donc ils comprennent, et donc ils sont vraiment spécialisés dans ce truc de... genre l'ethnopsychologie. Ouais, l'ethnopsychologie, la psychologie racisée, la psychologie intergénérationnelle, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on transporte en tant que bagage émotionnel qu'on a hérité des différentes personnes qui sont des générations passées. Ouais, des générations passées, quoi. Donc oui, donc c'est pas difficile, on va dire, mais oui, c'est des choses que j'ai vécues, ça. Et est-ce que tu as trouvé une psy oui. malgache? Alors oui, j'ai trouvé des psys malgaches, en vrai, il y en a, hein. Et j'ai même trouvé des psys avec qui je peux parler librement, je toujours peux parler librement, dans un état de droit, encore. Mais avec qui ça s'est mieux passé en termes de communication. Quel rôle, quelle fonction ça peut avoir pour toi dans ta vie de faire de l'humour? Ce que ça m'apporte, l'humour. Moi, je fais de la scène parce que, bon, c'est sûr qu'il y a une fonction, on va dire, cathartique dans faire de la scène. Quand je suis sur scène, il n'y a rien d'autre qui existe à part toi, ton public et l'environnement. Et donc, il y a une forme tu contrôles un peu ce qui se passe et tu essaies d'avoir des réactions, etc. Et t'es un peu maître du bateau sur lequel t'emmènes les gens. Et dès que t'es pas dedans, les gens non plus sont pas dedans. Donc c'est cette espèce d'échange d'énergie qui se passe, qui est pour moi que j'adore sur la scène et que j'adore en plus faire de l'humour, parce que faire de l'humour, c'est vraiment attendre une réaction immédiate du public, et si tu l'as pas, c'est fini direct, tu vois. Faire de l'humour dans la vraie vie, pour moi, ça a toujours été ça a commencé par un moyen de défense, je pense. Ouais, voilà. Comme tu disais au départ. Ouais, moi, j'ai grandi à Sainte-Rose, dans des quartiers où tout le monde faisait des blagues sur tout le monde. Vraiment, c'était H24, quoi. Tu pouvais pas survivre si tu savais pas faire des blagues dans le quartier, quoi. Moi, ce que je dis tout le temps, partout où je vais, c'est que tous les mecs de mon quartier, mes frères et tout, etc., ils sont plus drôles que moi. Beaucoup d'humoristes disent ça, mais du coup, toi, tu t'inspires. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, nous, moi, je sais pas, je dis nous comme si on généralisait, mais moi, particulièrement, quand j'étais au lycée ou au collège, vraiment, juste, je regardais mes potes et les mecs du quartier faire des blagues, et je regardais, juste, je rigolais avec eux, etc. Tu vois, ils ont tellement des personnalités fortes que parfois, juste, tu t'effaces et tu regardes et t'observes. Et ouais, l'humour, ça a toujours été ça. Pour moi, c'est un moyen de communiquer aussi. J'ai pas toujours été fort avec mes émotions et tout, etc. Donc, la plupart des choses passaient par l'humour. Un peu moins maintenant, parce que tu peux pas tout faire passer par l'humour, malheureusement. Est-ce que dans la vraie vie aussi, du coup? Parce qu'il y a le mécanisme de défense, ça marche dans la vie quotidienne aussi, quoi. Ah oui, mais là de ce dont je parle là, c'est la vraie vie, du coup. Ouais. C'est-à-dire que la plupart du temps, comme je savais pas gérer mes émotions, je faisais tout passer par l'humour, le sarcasme, l'ironie. Mais en fait, à un moment donné, tu ne peux plus. On est ensemble. Moi aussi, je veux ça. Oui. Mais en fait, à un moment donné, il y a des choses que tu dois exprimer sans ce biais-là, pour que toi-même, tu te sentes mieux. Et c'est ce que tu as appris à faire avec le psy ou pas? Alors, pas avec le psy, mais plutôt avec mes rencontres et mes expériences. Surtout mes relations, en fait. C'est surtout ça qui... Que ce soit amicale ou amoureuse. D'accord. Ou familiale même. Enfin, c'est plutôt ça qui m'a appris. Et après, l'humour aussi pour faire passer des messages. Alors, je me considère pas comme un philosophe, tu vois, qui va dire
des vérités, qui va pondre des théories, mais je sais que j'aime bien qu'à la fin du spectacle, les gens repartent avec quelque chose. Ouais. Peu importe avec quoi ils repartent, mais tu vois, qu'ils aient passé un bon moment et qu'ils se disent bah ça j'y repenserai quoi. C'est vrai, ça me fait penser à ce que tu disais justement hier sur un retour que tu as eu, parce que tu n'as pas forcément besoin que les personnes soient 100% d'accord avec toi, etc. Sachant que tu as des positions, comme tu dis toi-même, assez clivantes et tout ça, et voilà. Et un retour que tu as eu hier d'un gars qui te disait, une fille, pardon, qui te disait, elle n'était pas d'accord avec toi sur le racisme à La Réunion, si je ne me trompe pas, mais que du coup, elle avait quand même apprécié le moment, et voilà, genre même en étant dans l'opposition ou étant pas d'accord forcément avec toi, elle peut prendre du recul sur ce que tu dis et l'entendre et en retirer quelque chose, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ce que. Moi, vraiment, c'est un moment que j'ai adoré parce que du coup, vraiment, elle était dans l'opposition idéologique de ce que je défendais. Mais elle m'a dit, elle a passé un super moment, elle a beaucoup rigolé, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais le travail est fait, quoi. Parce que du coup, c'est de l'échange, hein. Moi, je fais ça principalement pour échanger avec les gens. Et t'es pas forcément obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais si à la fin, elle a rigolé et elle a quand même réfléchi à ça en se disant ça, je suis pas d'accord, ben c'est cool, quoi. Parce que comme tu dis, moi, mes positions, parfois, elles peuvent être clivantes et j'essaie pas de fédérer sur tout. Tu vois, c'est pas possible de fédérer sur tout, c'est pas possible d'être aimé sur tout, etc. C'est vrai. Mais du coup, c'est quoi alors ton positionnement sur le racisme à La Réunion? Si tu peux nous en parler. Je pense que ça peut faire l'objet d'un autre podcast de 2 heures. Succinctement. Succinctement, en fait, comment dire, par où commencer? La Réunion est vue toujours comme une terre terre d'accueil, terre de vivre ensemble. Mais métissage. Pour moi, c'est du métissage. Mais en fait, pour moi, c'est un peu du marketing colonial. Okay. mais c'est vrai. Okay. Tu vois, c'est du marketing colonial parce que du coup, ouais, si tu présentes une île paradisiaque comme étant une terre d'accueil, le vivre ensemble, etc., bien sûr que ça te dit waouh, j'ai envie de venir, ça va être trop bien et tout, etc. Mm-hmm. Sauf qu'il y a aussi une réalité où moi, avec ma famille, quand on est arrivé, alors qu'on est on est à moitié réunionnais par notre sang, même par notre culture, notre grand-mère nous parlait créole à Madagascar et tout, etc. On nous a traités mais des Réunionnais nous traitaient de malgaches en disant retourne chez toi, quoi. Mm-hmm. Donc il y a du racisme à La Réunion. Faut pas se leurrer. Entre des communautés racisées, entre des communautés qui subissent eux-mêmes des oppressions, quoi. Mais après, bien sûr, c'est comment dire, c'est toujours le débat. Enfin, c'est systémique, quoi. C'est-à-dire que en fait, on va se taper sur nous parce qu'on nous a dit qu'on était les problèmes. Mm-hmm. Tu vois. Mais finalement, c'est quoi un Réunionnais? Ça. Parce que. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est que moi, par exemple, j'ai un super pote réunionnais qui est d'extrême droite, hein, avec qui 90% de nos idées, de nos convictions sont totalement opposées. D'accord. Mais dans le 10%, il y a, par exemple, sur ce que c'est de ne pas être réunionnais. Oui, alors c'est peut-être plus facile dans ce sens-là. Tu vois, c'est quoi ne pas être réunionnais? L'antithèse, c'est de dire j'arrive de je sais pas d'où. Souvent de l'Hexagone, non? Alors, souvent de l'Hexagone, mais on va pas, on va pas stigmatiser. Mais même si tu arrives d'un autre pays, on va dire, et que tu arrives sur l'île de la Réunion, et que tu restes 2 ans sans t'intéresser à la culture, sans essayer de t'intégrer, sans essayer de t'intéresser au statu quo et de profiter de tes privilèges en ne te rendant pas compte de l'impact que ça a sur la population locale. Tu peux pas te dire après 2 ans, je suis resté 2 ans, je suis réunionnais. Ok. Enfin, si tu n'essayes pas de t'inscrire dans un certain système de valeurs, de comprendre les souffrances de certaines personnes qui sont là,
de comprendre pourquoi est-ce que y a une pauvreté dans certains quartiers, pourquoi est-ce qu'il y a un clivage entre des régions géographiques de La Réunion. Si tu vis dans ta petite bulle entre des personnes qui te ressemblent, qui ne sont jamais ouvertes de l'extérieur, tu ne peux pas dire que tu es réunionnais. Oui. Mais est-ce que on n'a pas aussi une appréhension, même a priori, enfin souvent il y a plein de débats comme ça sur les réseaux sociaux, des gens qui viennent s'installer, qui préparent donc leur arrivée, etc., et qui cherchent une coloc à Saint-Gilles. Et du coup, il y a plein de débats souvent sous ce genre de truc où les gens disent déjà a priori que voilà ils viennent et qu'ils vont pas forcément s'intégrer, or qu'on sait pas nécessairement quoi. En fait, Comment la personne va se positionner en arrivant. En fait, on est déjà réfractaire avant. mais oui, mais parce que c'est vrai on est super réfractaire De plus avant. en plus. Moi, j'ai l'impression plus que d'autres endroits. Non, enfin, je sais pas si de plus en plus, mais on en voit tellement que c'est le même schéma tellement que c'est difficile de ne pas généraliser. Oui. C'est-à-dire que c'est difficile de pas être, comment dire, de pas être réfractaire quand t'entends le même discours 10, 20, 15, 30 fois. De voir les mêmes annonces 10, 15, 20, 30 fois. Tu te dis, mais bon, enfin là, clairement, ça change pas. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que ça change pas. Donc c'est difficile, tu vois, de dire, tu vois une annonce, ah, je suis tel, je travaille dans tel domaine qui a toujours été les mêmes domaines, je veux chercher une collègue avec Pour ne ces pas mêmes citer les personnes. kinés. Oui, on va, voilà. Mais tu vois, t'as l'impression que c'est des copier-coller, juste il y a le nom et l'âge qui changent, mais même. Il y a juste le nom qui change, quoi. Donc c'est difficile de pas te dire, ben, en fait, vous refaites le même entre-soi depuis des dizaines d'années, parce que aussi, bah, c'est facile, en fait. Genre, le système, il tourne, c'est un roulement, et du coup, bah... Oui, parce que c'est attractif, La Réunion, et que du coup, ils ont quand même plein d'avantages en venant. Mais est-ce que si on vient, par exemple, parce que tu as dit qu'on peut venir de n'importe où et que le problème reste le même. Ouais. Mais par exemple, quelqu'un, bah, moi je vais prendre mon cas, tu vois, moi j'habite en Guyane et quand je réfléchis à ça, je me dis, bah moi je suis allée en Guyane, quand on me demande pourquoi, bah moi j'étais dans la même position, enfin j'avais envie d'aller voir comment c'est, quoi, tu vois. Ouais. Donc je me dis, ouais, je veux voir. Mais tu veux voir comment c'est, mais... Ou La Réunion? Non, la Guyane. Oui, ok. Genre moi je sors de la Réunion. Et je me dis, bah, je veux découvrir. C'est un peu souvent les mêmes motivations que des gens de l'Hexagone qui vont dans les DOM. Bah, quelqu'un qui vient d'un DOM qui va dans un autre DOM, ils vont quand même chercher ça aussi, la culture. Et c'est pareil, les gens qui vont en Guyane ou les gens qui vont ailleurs, c'est parce que ça va un peu les dépayser, mais en même temps. Oui, mais tu vois, ils viennent chercher la culture comme exotisme, tu vois. En mode, ah, ben, je vais m'installer à La Réunion et je vais picorer un peu de la culture par-ci, par-là. Mais dans l'ensemble, ils vont rester entre les mêmes personnes qui n'ont pas cette culture-là. Ouais. Donc, ils vont juste picorer et créer des endroits où, bah, voilà, on va garder exactement le même fonctionnement que comme on était en hexagone. Juste, on est sur une île avec du soleil, de la plage et des cocotiers, etc. On va aller le dimanche faire le petit marché, aller manger nos samoussas, mais après notre mode de vie, on va pas aller se mélanger, quoi. Enfin, tu vois? Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Non, parce que du coup, oui, si on compare comme ça, j'étais pas dans ce mood-là. Oui, toi, t'es pas voilà, t'étais pas dans ce mood-là. De toute façon, tu peux pas être dans ce mood-là, tu viens... Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est pas comparable, du coup. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on peut... Parce que, oui, enfin, pas contre eux, mais contre... Oui, non, mais je comprends contre le système qui favorise tout ça, quoi. Parce que oui, c'est attractif. Moi, si je bosse dans les DOM, c'est parce que je suis assistante sociale et je bosse pas dans le public, je suis dans le privé, mais du coup, j'ai pas 40%, mais j'ai 20% quand même, vie chère. Donc, c'est déjà ça. Et si j'étais assistante sociale en hexagone, je serais payée pas beaucoup, quoi. Oui, je comprends. Donc voilà. Mais je sais pas quoi faire contre ça, en fait. Tu vois, parce que déjà, c'est un énorme système qui est perpétué depuis que La Réunion est une terre coloniale, quoi. Parce que du coup,
La Réunion, faut pas se cacher, c'est un endroit, s'ils l'ont gardé et que si elle est développée, c'est parce que c'est un endroit stratégique militaire. Voilà, ça permet un ancrage dans l'océan Comme Indien, comme tous les DOM. territoires d'outre-mer, quoi. Donc c'est un contrôle. Ouais, c'était ça l'objectif de la France, je crois. J'ai Oui, fait c'est un ça. cours dernièrement sur la mondialisation et ils expliquaient justement que pas tous les grands empires avaient la même vision de la puissance, quoi. Mhm. Et la France, c'était ça, c'était vraiment s'élargir C'est ça. partout dans le monde pour avoir des lieux stratégiques, quoi. Oui. Ouais. Donc tu vois, elle sera toujours gérée par la métropole, la Réunion. Ce sera toujours un préfet qui vient de l'Hexagone, qui a été formé dans le système d'élite de la politique hexagonale pour maintenir le statu quo, pour maintenir Il y a des bons préfets. Celui-là, il était bien, là. Comment ? Non le dernier. Non, je te dis pas qu'il y a des bons ou de mauvais préfets. Ouais. Je te dis que, qu'il soit bon, Oui. qu'il soit mauvais, il sera toujours choisi de la même façon. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est impossible de voir un préfet qui est né à La Réunion, qui a vécu des choses à La Réunion, parce que ce sera totalement différent, tu vois. Mais je pense qu'il y a un truc de. C'est comme pour les flics, ils mettent pas les gens du territoire à l'endroit où ils exercent parce que du coup, ça peut faire des conflits de. Enfin, tu vois. Oui, je vois. Mais après, t'auras pas de Réunionnais, tu vois, comme on l'entend nous, à la tête de la préfecture, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, changer, mais je sais pas comment changer, parce qu'en fait, tu vois, même si tu fais des dizaines et dizaines de vidéos, même s'il y a des dizaines de personnes qui font des vidéos sur ça, tu auras toujours des gens qui vont venir à La Réunion, qui vont dire c'est le petit caillou, je vais faire une aventure, tu vois. Toujours. Parce que la vision de La Réunion, le marketing est tellement forte par rapport à ça que c'est dur de dissuader les gens en leur disant bah ouais, mais vous n'êtes pas. Enfin, vous n'êtes pas des aventuriers qui viennent découvrir des trucs. Enfin, tu vois, c'est fini, ça, en fait. Donc, ouais, je sais pas. C'est fou, ça, parce que le marketing, il est pas du tout le même en Guyane, du coup. Et non, pas du tout. Tu vois, ça attire beaucoup moins de monde, même si ça attire du monde quand même. Mais c'est pas les mêmes. Ouais. Tu vois. Et c'est intéressant, du coup, parce que c'est aussi un territoire d'outre-mer, la Guyane, et pourtant, oui, on n'a pas la même vision de la. Bah, déjà, c'est beaucoup moins développé. Alors, je saurais pas te dire pourquoi. Je sais pas, mais ça doit être forcément un truc géopolitique Ouais. dont j'ai pas les clés maintenant, mais. C'est beaucoup moins développé, du coup, forcément, c'est moins attractif, ça attire moins de gens. C'est moins. Tu vois, La Réunion, c'est vraiment développé par rapport à la Guyane. Et je comprends que ça attire plus parce que quand tu viens de l'Hexagone, une grande ville ou quoi, tu vas à Saint-Denis, bon, ça y est, t'es pas perdu, quoi. Et du coup, le marketing de la Guyane, c'est plus nature-peinture, quoi. Voilà. Si t'aimes la forêt. La forêt, les tropiques. Voilà. Il y a des jungles en Guyane ? Il y a quoi ? Une jungle en Guyane ? Oui, il y a la forêt amazonienne. Forêt amazonienne, ok, ouais. Voilà. Et oui, mais c'est marrant, tu vois, parce que l'imaginaire de la Guyane, c'est pas du tout ça dans la tête des gens. Tu vois, c'est pas ça qui est imprimé de la Guyane. C'est quasiment presque opaque, en fait. Tu vois, par exemple, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la Guyane, c'est une île. Ouais, c'est vrai. Qui ne savent pas que c'est entre le Suriname et le Brésil qu'il y a la forêt amazonienne qui traverse. Enfin, on n'a pas un président de la République qui a dit ça, je crois. Ouais. Je crois Macron. Macron, oui. Bah oui. On a dit des trucs, Macron. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements. Et donc, mon premier mot est celui d'un appel au calme. Parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation. Mais tu vois, en fait, pourquoi ? Parce que quand tu présentes les Outre-mer, tu as toujours cette petite carte-là, avec 4 bouts de territoire. Ouais. Et donc tu te dis, vu que la Réunion c'est une île, vu que la Martinique c'est une île, la Guyane, c'est une île aussi, avec la Guadeloupe. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. C'est vrai. Les gens ne savent pas. Et en vrai, ce que tu peux trouver sur la Guyane, c'est beaucoup l'insécurité. Ça, la pauvreté. L'insécurité, la pauvreté. Tout ça. C'est quoi la suite, là ? T'as des dates prévues ? Là, tu es en tournée, tu vas où ? Pour l'instant, ça va être entre Toulouse et Paris, principalement, jusqu'à la fin de l'année. Et après, début janvier, je commence dans le Nord. Lille, Nantes, Strasbourg
Et après, je redescends dans le sud, Marseille. Et après, l'été prochain, je vais aller à La Réunion. Enfin, tourner à La Réunion. Est-ce que c'est toujours le même spectacle ou déjà ça fait combien de temps que tu le fais là? Ce spectacle, ça fait 1 an et demi que je le fais à peu près. Enfin, oui, ça va être le même spectacle pour l'instant parce qu'il y a encore plein de gens qui l'ont pas vu et même oui, voilà, il doit encore aller à la rencontre de son public ce spectacle. Et il évolue au fil du temps. Il évolue, oui. Expliquais, Ouais, il évolue tout le temps. Il y a des choses qui changent. Il y a pas mal d'actualités dans mon spectacle, donc ça change aussi en termes d'actualité. Il y a des gros blocs qui vont pas changer parce que c'est des histoires intemporelles, on va dire, qui sont toujours d'actualité dans 10-20 ans. Bon, je sais pas si dans 10-20 ans, je jouerai le même spectacle, mais en tout cas, pour l'instant, oui. Et après, à La Réunion, par contre, non, j'écris en fait, je fais 2 spectacles à La Réunion, donc celui-là que tu as vu, et un tout autre spectacle qui sera encore plus ancré dans la réalité réunionnaise. Ah ouais? Vraiment presque full créole. Ok. Avec des références que vraiment, si t'as pas vécu à La Réunion, tu pourrais pas les avoir, quoi. Et donc tu l'as déjà le spectacle, enfin tu l'as déjà écrit? Il est écrit. Ok. Et il faut que je joue à La Réunion, quoi. Ok. Mais voilà, j'aurai 2 spectacles, un qui est plus accessible, on va dire, ouais, peu importe, même si tu viens pas de La Réunion, tu peux le regarder. Et l'autre, par contre, voilà, qui est vraiment fait pour ce public-là, très spécifique. Je voulais revenir sur ton engagement, etc. Par exemple, moi, je suis pas pareil, tu vois. Moi, je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis. C'est normal. Voilà. Mais j'ai plus de facilité à t'écouter toi et à rester abonné, à écouter, même si des fois je suis pas d'accord, que certains, du coup, militants vraiment. Enfin, ouais, on va débattre du terme militant, mais de La Réunion. En fait, toi, ton objectif, c'est plus de, comme tu disais, que les gens repartent avec quelque chose, tu vois. Mais ceux qui sont militants, t'as l'impression que c'est une réalité et c'est la leur et c'est tout. Tu vois. Ouais, oui, je vois. Ça, c'est plus compliqué, je trouve. Mais c'est des gens avec qui j'aimerais bien aussi discuter pour voir comment mais je pense que ils se positionnent, mais... tu gagnerais et tout le monde gagnerait beaucoup à ce que tu fasses ces discussions-là. Ouais. Parce que moi, mon militantisme passe beaucoup par l'humour sur Insta. Bon, parfois, je fais des vidéos où il n'y a pas de blague. Mais il y a toujours un angle, tu vois, où j'essaye d'avoir des blagues ou une trame humoristique, on va dire. Trappe un peu ironique, trappe un peu sarcastique. Il y a des militants, et on a besoin d'eux aussi, qui vraiment sont directs, sont, comme tu dis, inscrits dans leur réalité. Et c'est nécessaire, en vrai. Parce que tu peux pas faire... Enfin, je sais pas, tu peux pas te révolter, tu peux pas changer les choses si on est tous un peu dans une espèce de consensus. Pas convaincus. Tu vois, il faut des gens convaincus qui portent leur combat et qui sont dans ce combat-là, quoi. Tu vois, je dis pas qu'il faut être comme moi, je dis pas qu'il faut être comme eux, mais je dis que voilà, il y a besoin des personnes comme eux. Moi, par exemple, j'en suis beaucoup. Des militantes hardcore, voilà, Kir Marron, Scylla, comment elle s'appelle, Manon, mais je sais plus c'est quoi son nom Insta. Ah, je connais pas. Oui, bah c'est Kir Marron même. Kir Marron, c'est ah, ok. Ouais. Connecte notre cerveau parce que là, on a des affaires pour expliquer ça. Pourquoi La Réunion a la violence et l'insécurité? Tout d'abord, il faut savoir que c'est pas des affaires qui concernent rien que La Réunion. L'Hexagone, Mayotte, les Comores, les États-Unis, la Colombie, partout dans le monde, c'est un phénomène mondial. Pourtant, les tabac de monde y associe l'immigration avec la violence, comme si le train là t'es sorti en dehors. Du coup, Bana y apporte rien que bonne solution sécuritaire, mais est-ce qu'elle est vraiment suffisante? Et je soutiens parce que y a des choses qu'elles font que je serais pas capable de faire parce que moi déjà je m'expose beaucoup, mais alors elle encore plus, quoi. Et c'est ça, c'est le courage de s'exposer à ce point-là, tu vois. Il faut, parce que de toute façon il y a rien qui... Tu peux pas changer les choses dans le tranquille. Il faut taper, tu vois. La révolte, c'est forcément... la révolte, ça passe par des souffrances. Ouais. On va pas changer les choses en disant en étant gentil, quoi. Quel choix. Mais c'est vrai, il y a une part de vérité là-dedans. Et justement, par exemple, un sujet sur lequel moi, je n'étais pas du tout d'accord. Alors, je sais plus si c'était toi ou... Si, je crois que tu as parlé de ça. En fait, j'ai vu 2 personnes à La Réunion, donc je crois que c'était toi, et une autre personne en Guyane,
qui disaient un peu la même chose. Alors, il y a un truc un peu collectif où les gens disent que les gens des DOM ne connaissent pas leur territoire, ne cherchent pas à découvrir leur île quand c'est la Réunion, ou tout simplement leur territoire, leur département quand c'est la Guyane. Et moi, je suis plutôt d'accord avec cet état de fait. Parce que Aussi d'accord avec cet état de fait. Hein. je trouve que c'est vrai. Mais oui. Moi, je crois que tu avais posté un truc. Alors, oui, j'avais posté un truc en disant qu'on ne connaît pas notre territoire, mais j'expliquais pourquoi, en fait. Ouais. Mais je suis d'accord avec le fait que, oui, par exemple, moi, je ne connaissais pas mon territoire avant de partir en France et de revenir. Ok. Mais je connaissais mon quartier comme ma poche. C'est-à-dire que les gens qui nous disent « Ah, mais vous connaissez pas nos territoires et tout, etc. » parce qu'on a fait des randonnées par-ci, par-là. Mais frère, on vient à Sainte-Rose, tu connais les bassins secrets? Est-ce que tu connais les chemins pour échapper aux flics? Enfin, je connais le territoire dans lequel j'inscris ma réalité. Toi, ta réalité, c'est pas Sainte-Rose, Piton Sainte-Rose, l'église, l'épicerie, etc. Non, toi, ta réalité, c'est t'es à Saint-Gilles et tu vas faire des randonnées à Takamaka. Enfin, du coup, bah oui, tu vas connaître Takamaka parce que tu as le temps d'y aller, etc. Nous, le week-end, on va voir la famille, on doit aider nos parents. On travaille parce qu'on n'a pas assez d'argent, donc on connaît les carreaux de canne de Sainte-Rose comme nos poches. Mais oui, on n'a pas le temps d'aller au Piton des Neiges tous les jours. Quoi. Est-ce qu'on se limite pas un peu nous-mêmes? On se limite pas nous-mêmes. Parce que moi, quand j'étais au lycée, je faisais les randonnées scolaires. Et parce que ça me permettait d'aller faire les randonnées scolaires. Et c'était un choix. Je m'inscrivais, c'était pas obligatoire. Ok. Donc peut-être qu'il y a des gens qui se limitent. C'est vrai. C'est sûr qu'il y a des gens qui se limitent parce que du coup, comment dire, il y a une facilité à se poser devant la télé quand t'as fait toute la semaine, etc. et que t'as pas envie de bouger, quoi. Mais en même temps, c'est leur vie, quoi. Enfin, tu vas pas non plus leur imposer d'aller, de dire ouais, mais pourquoi vous faites ça, faites autre chose, allez faire des randonnées, etc. quoi. Mais c'est ça que je dénonce, moi. C'est cette injonction à dire oui, allez faire cette randonnée-là parce que sinon vous connaissez pas votre territoire, quoi. Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, bon, je suis pas vieille. C'est encore jeune, mais si t'avais besoin qu'on te le dise. Quand j'étais au collège, on faisait vraiment genre on marchait des heures pour aller à la rivière, pour aller faire les bassins loin et tout. On prenait le bus, on n'avait pas d'argent, tu vois, on galérait aussi, quoi. On allait en vélo. Background. Voilà. On faisait ce qu'on pouvait le mercredi après-midi quand il n'y avait pas cours, quoi. Ouais. Et du coup, moi je me dis, il y a toujours moyen. Genre, t'as Mais bientôt, il y a 14 toujours ans moyen. et que tu n'as aucun moyen et que tu trouves quand même un moyen, c'est qu'il y a zéro issue en fait. Mais il y a toujours un moyen. Mais souvent, moi, ce que je déplore, c'est la position, tu sais, de victimisation en fait. Genre en mode, non mais si je peux pas, c'est parce que ça, nanana, genre, à un moment... Oui, mais Mélissa, les mecs dans le texte, quand ils prennent le vélo et qu'ils vont aller faire les bassins, etc., ils ont pas ce discours-là. Hein. Enfin, le discours de victimisation que tu entends, c'est que, oui, en fait, nous, on n'a pas tous 2 voitures pour aller à Sillaos, payer le gîte, etc., tout le temps, tu vois. Mais on va le faire quand même. Hein. Enfin, tous les gens à La Réunion ont déjà fait un week-end à Sillaos, ont déjà fait un week-end à Mafat, etc. Moi, justement, de ma famille, moi, si je comptais sur eux, j'allais rien découvrir de La Réunion, tu vois, justement. Donc moi, j'ai des gens de ma famille qui n'ont jamais fait Mafat et tout ça, tu vois. Et pourtant, Mafat, tu vois, je peux faire la nouvelle, c'est pas... Mais je suis d'accord, mais... Moi, je l'ai fait dès que j'ai eu une voiture et que j'ai pu le faire, je l'ai fait, tu vois. Mais je suis d'accord, mais en fait, ce truc de il faut le faire, faut arrêter. Enfin, c'est pas... Ouais. Tu sais, c'est ce truc de j'ai fait tous les pays. T'as fait quoi? Enfin, tu veux dire, genre... Et même inscrit dans le territoire local, ultra localisé, précis, non, t'as pas à faire tous les pics de la Réunion pour te considérer comme réunionnais. Tu sais ce que je veux dire? Mais si toi, t'as ce désir d'exploration, d'aller voir des trucs, etc.,
mais tant mieux, fais-le et donne-toi les moyens et ne te victimise pas. Mais tu sais ce que je veux dire, genre on n'est pas obligé de. Bien sûr, on n'est pas obligé. Quand c'est tu tiens ce discours-là et qu'après tu tiens en même temps le discours de dire d'autres gens viennent et prennent notre place, etc. Mais ça n'a Mais rien à voir. Non, mais souvent c'est lié. Hein. Mais souvent c'est lié. Corée, Mais tu vois bien, genre, regarde. ils ont le même, tu vois, ils sont sur la même ligne directrice. Mais oui, mais regarde. Entre eux, tu dis, ouais, les gens, ils viennent, ils prennent nos postes et tout, etc. Non, Ok. pas le poste, notre place. Genre. Notre place et tout, etc. Mais comment je dis, ils s'installent pas à Mafat. Tu sais ce que je veux dire? Mhm. Ils vont pas vivre à Mafat. Ok, ils peuvent faire un gîte, une fête, une techno, une rave. Bon, ça, mais dire que ils viennent, ils prennent notre place dans les rangs. Personne n'a jamais dit ça. Si, il y a des gens qui disent ça. Que quoi, qu'ils prennent nos places dans les randonnées? Pas dans les randonnées, mais genre, C'est ça que j'ai dit. Enfin, pour moi, c'est genre, justement, ils ont la sensation parfois que les gens s'approprient leur île et leur Ben oui. environnement. Mais ça, c'est vrai. Mais je me dis, oui, mais effectivement, les gens s'approprient. Mais si toi, tu t'en saisis pas aussi. Mais tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. On s'en saisit truc, dans notre réalité. C'est-à-dire que quand on va Mm. à la plaine prendre le kiosque à 5h du matin, c'est ça s'approprie notre île. Mm. C'est ce qu'on fait, nous. Ouais. Quand tu vas aller pique-niquer le dimanche avec ta grosse marmite sur la plage, c'est ça s'approprier notre île. C'est ça notre culture. Mhm. C'est vrai. Donc tu peux pas nous dire, je dis nous, tu dis tu, mais pas toi, Oui, mais non, j'ai compris. on peut pas nous dire vous appropriez pas votre île parce que vous avez pas fait telle randonnée, tu vois. Mhm. Parce que c'est pareil ici, hein. Il y a des gens, ils connaissent zéro de la France, mais ils ont fait tous les pays. En vrai, ouais. En vrai, c'est souvent comme ça. Je pense que c'est pas propre. C'est pas propre Au au DOM. Hein. En réalité, il y a un truc de quand t'es dans l'endroit. Oui, peut-être quand tu es pas dans l'endroit, tu te forcément. rends compte que plus tard, genre par exemple, moi j'ai plein de potes, ils ont jamais vu Corde-sur-Ciel, qui est un village à, je sais pas, 1h et demie d'ici, qui est un magnifique village médiéval Mhm. sur une colline avec une cité médiévale très très belle et tout, etc. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et ils l'ont. On est à Montpellier, du coup. Je sais pas si on l'a précisé. Oui, j'ai dit hier. Oui, à Montpellier, mais moi Ouais. je parle de Toulouse, etc. Mais il y en a qui n'ont jamais vu ça. Il y a des pics des Pyrénées que des gens n'ont jamais vu, mais ils ont fait le Machu Picchu. Ok. Bah, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Ok. Est-ce que qui t'inspire, toi, dans l'humour et en règle plus générale? Dans l'humour, si je parle du métier professionnel dans l'humour, c'est un mec qui s'appelle Josh Johnson, Ah, c'est. un stand-upper américain. Oui, je connais. Tu connais? Attends. Il Je crois que publie je connais. une fois par semaine des 20 minutes de sketch. Il est Renoir. Oui, Renoir. Attends, je vais pas regarder, t'as pas un Il téléphone? a fait, dernièrement, là, il a fait genre 1 heure de sketch sur P. Diddy. C'est lui, Josh Johnson. Mais oui! C'est vrai? Je l'adore! Tu connais? Oui! Oh my god. Oh, je La première l'adore. fois que j'en parle avec quelqu'un. C'est vrai? Quelqu'un connaît. Ah, je l'aime trop. Je crois que j'ai C'est découvert, mon moi, modèle. sur Facebook, genre Ouais. des passages comme ça qui passent. Ouais, il poste. et- Il est tellement prolifique, c'est une folie. Ah, il est trop Toutes les drôle. semaines, et lui, pour le coup, parfois, il peut faire 20 minutes et il y a juste genre 7 blagues, mais c'est tellement nourrissant ce qu'il fait. En fait, il parle. il parle, Et ouais. t'as pas l'impression qu'il est en train de te faire des blagues. Genre, les blagues sont super longues. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est des long à grosses venir. Et après, il y a une prémices, putain ouais. de chute et tout. Enfin, ouais, j'aime Exactement, bien. ouais. J'aime bien. Donc, vraiment, Ok. c'est, pour le coup, en termes professionnels, c'est lui mon modèle. Ok. Ouais. Ouais, il est trop. Je comprends. Je comprends. En plus, moi, je trouve que son anglais est très intelligible. Enfin, moi, je suis pas Oui, non plus bilingue, il mais je parle comprends très- super bien. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas très compliqué, très très posé. On n'a vraiment pas la même énergie, mais en termes de qualité professionnelle et de travail, c'est vraiment un modèle, quoi. I'm quickly realizing that I am not the advice friend. Don't come to me. Truly, don't come to me at all, because my advice to you will be directly related
to how your problem affects me. I'm trying to let everybody know that now, in case, because you never know. Sometimes you meet someone at the show, y'all become friends in real life, and then maybe they have a problem, and they come to me, they're like, Josh, what should I do? I'm telling you right now, I am not objective. I'm not the one, right? Like, for instance, I have a lot of friends that are getting married this summer into the fall, right? So the big wedding season and everything. And so a couple of my friends have come to me, right? And you just need to know if you're having troubles are normal, right? People get cold feet. People fight a lot leading up to a wedding. The stress, people's families sometimes don't get along. That stress. You know what I mean? Like, all of it is normal. But if you come to me, my advice to you will be directly correlated to if I already bought the gift. Because I had a friend come to me, his wedding was about, 2 weeks out, he was devastated and everything, and he was a good friend, so I had already bought his gift off the registry. It was a Vitamix 3500, so it was, yes. See, exactly, yes. 100%, yes. And so I'd already got that Vitamix, and anytime a relationship seems shaky, I look up the return policy just in case. And this particular model, they didn't carry anymore. So he comes to me, and he's upset and everything, going on, and I'm just looking at the receipt. And so finally, he looking at me to say something. I was like, dog, you love her. Like, see your moon, your stars, all that stuff. Like, everybody cheat, okay? She gonna stop probably. Like, Et tu l'as déjà vu ou pas? Non, mais j'aimerais bien, il vient pas à Paris. Quand j'étais aux États-Unis, je voulais le voir, mais tout était complet. Ah. Bon, j'ai vu d'autres stand-uppers que j'aimais bien, hein, mais du coup, à lui, tout était complet. Ok. Voilà. Et dans le paysage français alors, t'en as? Paysage français. Francophone. Francophone. Moi, la personne qui m'inspire le plus en termes de stand-up et d'humour, en vrai, c'est Monsieur Fraise. Ah, je connais pas. C'est pas un stand-upper, mais c'est un humoriste qui, genre, il fait des sketchs, mais absurdes. Genre, par exemple, il peut faire un sketch de 15 minutes sur une porte qui grince, tu vois. D'accord. Juste, il joue avec une porte et c'est hilarant. Et c'est un pouvoir tellement fort, le clown, Ouais, tu vois, il a ce clown-là qui est impressionnant. Ok. Et que j'admire beaucoup. Et que, tu vois, c'est l'essence même de l'humour, en fait, c'est de travailler sur les décalages. Et du coup, lui, il arrive à trouver avec son œil des trucs qui sont insignifiants et qui te font pisser de rire. En fait, c'est ça l'humour, hein. C'est le regard que tu portes sur quelque chose et tu vas l'amener d'une façon... l'angle, c'est ça dont tu parlais. C'est ça, l'angle. Et lui, il le fait sans parler. Juste avec des gestes, avec une mise en situation. Et... il parle pas du tout. Genre, il fait de... Non, parfois il parle, mais parfois il peut faire un spectacle avec 4 phrases, tu vois. Genre, c'est plus des mimes un peu. Ouais, c'est du mime, c'est du clown, c'est du. Ok. C'est fou, quoi. C'est stylé. Ok, bah je note, hein, j'irai regarder. Monsieur Fraise, ouais. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, après, en dehors de l'humour, genre, t'as des figures un peu inspirantes, comme ça. Oh, j'en ai plein en dehors de l'humour. Alors, une alors. Une, mais dans quel domaine, je sais pas. Moi, par exemple, une personne qui m'inspire le plus, c'est Lewis Hamilton, tu vois. Ok. Voilà. Pourquoi? Pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il vit, pour tout ce qu'il a vécu, pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Ok. C'est mon... je dirais pas que j'ai une idole, mais si je devais en avoir une, ce serait Lewis Hamilton. Le matin, je me lève, je me dis, je suis pas Lewis Hamilton. Non, je plaisante.
Et du coup, ouais, pour revenir juste sur l'angle et tout ça, comment on construit une blague? Tu vois, hier, tu me parlais des bancs. Des Les bancs bancs de l'enfer. Anti-SDF. de Montpellier. anti-SDF. Et du Ils coup, sont très beaux. t'es allé sur un truc super fancy, Trop. le banc. On dirait Mais du coup, des bancs de gala. il faut être attentif au fait qu'effectivement, il y a des dispositifs anti-SDF dessus. Et, Bah oui. et là, ouais, parce qu'il faut s'en rendre compte. Genre, moi, je m'en étais pas rendu compte, tu vois, si tu Oui, m'avais bah pas après, dit. parce que, comme je t'ai dit, genre, enfin, en tout cas, moi, j'observe. Oui, Genre, donc ça commence par ça. L'observation. Oui, ça commence par l'observation. Ok, ensuite. Toujours. Il y a des gens qui disent ah, mais il y a des humoristes qui font de l'humour de l'observation. Mais en fait, quasiment tous les humoristes font de l'humour de l'observation. Enfin, Bah je sais oui, pas. tu peux pas. Parce que si tu veux transmettre des blagues, il faut que tu aies un point de vue sur quelque chose. Donc, en fait, tu as observé quelque chose et tu en as fait des trucs, quoi. Mhm. Je pense que c'est un raccourci de dire ça parce que les humoristes commencent par dire ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais parce que moi j'ai remarqué. Ah tu ouais. vois. C'est vrai, putain. Ouais. Ok. Mais oui, donc ça commence par là, par un point de vue. Enfin, je vais pas faire une masterclass de blagues, mais on va dire ça commence par le point de vue. Et après, moi généralement, c'est l'émotion que tu accordes à un fait. Ok. La blague pour moi, elle commence là. Genre, est-ce que, par exemple, je te parle de... La Bon. question c'est, est-ce que ça t'énerve? Oui. Est-ce que t'as trouvé ça marrant? Est-ce que t'as trouvé ça bizarre? Est-ce que ça t'a révolté? Ok. Est-ce que t'as trouvé ça louche? Et du coup, rien qu'avec ces 5 trucs-là, tu peux partir n'importe où. Si ça t'a énervé, par exemple, tu dis ouais, ça m'a énervé parce que les soirées avaient l'air cool quand même. Et du coup, t'es en mode putain, on a quand même enfermé le meilleur organisateur de soirée du monde. Ouais. Et bah, du coup, tu vois, ça crée un décalage, ça crée un truc. Mais où est-ce que tu veux aller avec ça en fait? Ok. Genre, c'est quand même un monstre. Enfin, c'est pas un monstre, mais c'est un mec horrible quoi. Genre, tu peux pas Oui, dire il a que fait des dingueries. des dingueries, tu peux pas dire que ces soirées étaient cool, etc. Tu vois. Ok. Donc toi, tu vas aller dans ce truc-là. Donc, c'est ce truc-là, c'est le point de vue que tu partages et que où est-ce que tu vas casser le truc quoi. Donc, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je construis une blague. Après, si j'ai une histoire. Bah, tu vois, je raconte l'histoire et je vois où est-ce que je peux mettre des blagues. Tu vois, par exemple, t'as vu le spectacle hier, il y a des trucs qui me sont arrivés et je les raconte avec le ton qui peut être grave et après on casse avec une blague. Quoi. Et est-ce que, bon, alors, il y a l'observation et puis il y a l'angle. Tu vas montrer certaines parties du truc et c'est ça qui va être drôle. Mais est-ce qu'il y a aussi un truc d'intention, genre où tu sais ce que tu veux faire comprendre dès le départ ou est-ce que ça vient après? C'est-à-dire est-ce que ton intention, elle va être précisée dès le départ? Genre, est-ce que tu veux dénoncer les violences sexuelles? Est-ce que tu veux dénoncer, je sais pas, l'industrie du rap? Est-ce que tu veux machin? Oui, mais du coup, est-ce que ça vient après ou ça vient avant? Mais en fait, ça peut venir avant-après, comme ça peut jamais venir et que c'est juste toi qui interprètes. Quoi. Ok. C'est-à-dire que tu peux parler d'un sujet pendant 10 minutes et jamais dire vraiment qu'est-ce que j'en pense, tu vois. Même si j'ai fait comprendre par les blagues vers quel côté je me penche. Ok. Et même peut-être pas, parce que parfois je peux pendant 2 minutes dire des trucs où je me dis ah mais t'es contre certaines choses, mais après t'es pour certaines. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre c'est comme toi quand t'écris un article, et c'est après les gens ils se l'approprient et c'est eux qui interprètent quoi. Mm-hmm. Mais parfois oui, parfois y a des positions très claires que je veux faire passer. Tu vois, par exemple quand je parle des requins à La Réunion, le message est très très clair. Tu vois, il n'y a aucun doute à l'interprétation. Je dis. C'est vrai. Clairement, putain, mais tu sais, je suis tellement d'accord avec ça. Ouais. Les gens, quand les gens me disent à La Réunion, ouais, mais du coup vous avez des requins, c'est le truc qui sort à chaque fois. Et moi je dis mais en fait, c'est toujours ce que je leur dis. Je dis mais en fait, mais il y a des endroits où t'es censé te baigner, et des endroits où t'es pas censé te baigner. Donc, du coup à partir de là. Tu fais des choix, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Enfin bref, ok. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Ça dépend des moods. Je suis très... je suis parfois... Enfin, tu vois, je suis pas quelqu'un qui découvre régulièrement des nouvelles musiques. Genre, je découvre pas tous les jours des nouvelles musiques et tout. Je suis très conservateur dans ma consommation de musique. C'est-à-dire que, par exemple, si je trouve une chanson aujourd'hui, je peux l'écouter pendant une semaine en boucle. D'accord. Je peux tourner sur 3 musiques pendant 2 semaines, tu vois. D'accord. En ce moment, je suis sur du Wisdom,
Donc Ok. un groupe réunionnais qui fait des chansons réunionnaises. Attends, c'est un groupe? Ouais, c'est un Wisdom. oui, il y a des musiciens, mais bon, il y a un chanteur oui, et d'accord, oui. Wisdom. Wisdom, Kenny West, voilà, et de la comédie musicale. Tu me disais que toi, t'aimais bien mettre des gens qui font de la musique en première partie. Et du coup, comment tu les sélectionnes, les gens qui vont faire tes premières parties? Oh, sélectionner, c'est un grand mot, mais déjà, le premier truc, c'est il faut qu'ils soient un peu en accord avec les valeurs que je porte. Donc, tu vois, genre qu'ils soient un minimum un peu engagés, et quand je parle avec eux, la vibe fonctionne bien. Et après, comment je les sélectionne, j'aime bien avoir des musiciens en première partie. Pourquoi? Parce que déjà, pour moi, le stand-up, c'est de la musique. Le stand-up, c'est du rythme. Le stand-up, c'est de la musicalité dans les paroles. Le stand-up, c'est des punchlines. Donc, c'est... Stand-up, c'est du rap. Stand-up, c'est du rap. Voilà. C'est du Ok. rap a cappella. Ok. Et du coup, j'aime bien avoir des musiciens en première partie parce que j'aime bien faire bouger les gens. Mon spectacle, je le vois vraiment comme une espèce de fête. Parfois, j'ai envie de danser sur scène, de pas faire de blagues, mais juste voilà, de partager un moment, quoi. Et du coup, je trouve que ça met bien en ambiance d'avoir des musiciens ou des musiciennes en première partie. La plupart du temps, ma première partie, c'est Célia, ma meilleure amie, qui a une guitare et qui fait chanter les gens et tout, etc. Donc ça, je trouve ça cool. Et oui, voilà, c'est comme ça que que mes premières parties sont choisies, on va dire. Mais ce parallèle là avec le rap, il est intéressant. On se disait ça hier en discutant. On a compris ton humour, les thèmes que tu abordes et tout ça. Est-ce que tu n'as pas peur un jour, avec le succès, du coup, de t'éloigner de cette réalité que tu décris dans ce que tu écris, dans ce que tu racontes sur scène? Le jour où tu vis plus ces trucs-là, où tu ressens plus ces choses-là, qu'adviendra-t-il de tes... Écoute, de toute façon, c'est évolutif. Ouais. Donc je veux dire, là aujourd'hui, je suis inscrit dans cette réalité-là et je peux en parler et ça fédère des gens et j'ai des gens qui me suivent pour ça, etc. Après, j'espère ne jamais être déconnecté, ne jamais avoir ce type de succès-là parce que ça m'effraie en vrai. Ouais, c'est ça, t'as peur de ça? Bien sûr que oui, t'as peur, mais en même temps, c'est bizarre parce que tu travailles pour, mais en même temps, t'as peur. C'est ça. Mais comment dire, non, je voudrais pas arriver à ce moment où je me dis oh là là, j'ai plus rien à raconter. Enfin, je pense que t'as toujours des trucs à raconter, mais plus aux mêmes personnes. Plus aux mêmes personnes, ouais, le public change. Le public change. Mais j'espère que je pourrais toujours être comment dire, tu vois, on parlait de Josh Johnson, qui succès fou et tout à la télé, etc., mais il arrive toujours à parler aux gens. Donc moi, c'est pour ça que je dis que c'est un modèle, parce que tu peux toujours t'intéresser aux gens, en fait, si tu vis toujours ces mêmes choses-là et que tu ne vas pas dans des sphères qui ne sont pas les tiennes, ou que tu essaies de t'intégrer dans des sphères qui ne sont pas les tiennes. C'est quoi la sphère de l'humour enfin, c'est quoi la réalité je sais pas, est-ce que les humoristes traînent entre eux? Est-ce que vous êtes... Pas mal quand même, hein. Il y a quand même pas mal de groupes d'humoristes. En fait, ça fonctionne souvent en groupe. C'est-à-dire que tu vas faire un collectif, tu crées des comedy clubs, tu avances ensemble, etc. Ça marche toujours en petits groupes comme ça. Ok. Donc, c'était positif parce que du coup, on pourrait rester sur ce parallèle rap, machin, industrie, tout ça. Ah oui, c'est... Il y a, tu sais, on parle souvent des dangers de la fame et de tout ça, de tout ce que ça peut impliquer. Est-ce qu'il y a ça dans l'humour? Genre... Oui, oui, clairement. Enfin, c'est du showbiz, donc il y aura... Dès que c'est du showbiz, il y aura toujours ces dangers-là. Toujours. Enfin, c'est les mêmes problématiques. Hein, t'inscrire dans des cercles qui vont te faire des choses que tu n'as peut-être pas envie, sous la pression, etc. Donc oui, c'est des choses qui vont être... auxquelles nous aussi on va être confrontés si tu montes de plus en plus les échelons, quoi. Là pour l'instant je suis tranquille, vraiment. Ça va. Ça me va. Ok. Et j'espère rester assez lucide pour que ça se passe comme ça longtemps. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour l'interview. C'était Merci. très intéressant. Ah si, peut-être une dernière question. Si tu devais voir quelqu'un, si tu pouvais voir quelqu'un à ce micro, bon, ma question est bizarre, mais qui est-ce que tu aimerais voir parler ici comme ça? Oui, dans ce podcast, qui n'a pas encore
de nom parce que j'ai pas. Tu n'as pas de nom. Ouais. Non, C'est-à-dire qu'il n'a le pas de podcast, je l'ai pas. Je sais. J'ai Ah, pas le trouvé. podcast n'a pas de nom. Oui. Ok, je pensais à un artiste qui n'a pas de nom. Genre. Non. Non, quelqu'un que t'aimerais voir. En sachant que moi je suis en Guyane, donc ce sera pas forcément réalisable demain, mais. Ok. Qui est-ce que j'aimerais voir sur ce podcast? Moi, j'aimerais bien voir. Attends, je réfléchis parce que j'y ai pas du tout pensé. C'est l'art et la culture. L'art et la culture. Dans les deux. Dans les deux, ok. Mm. En vrai, tu sais quoi? J'aimerais bien voir des producteurs de festivals qui viennent de l'Hexagone. Ok. Parce que du coup, j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils ont la vision. Parce que tu sais, il y a pas mal d'artistes à La Réunion qui se plaignent que le monde de la culture est possédé et dominé par des hexagonaux. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont les codes et tout, etc. Festival, t'entends quoi par festival? Tu vois, par exemple, comment ça s'appelle là Ça qu'il faut. Ça qu'il faut, des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Miel vert, des trucs comme ça. Ou même quelqu'un de l'audiovisuel à La Réunion. J'aimerais bien, tu vois, que tu ailles les chercher sur des questions pas difficiles, mais où ils ne seraient pas totalement à l'aise sur les réponses, ou en tout cas, on verrait que voilà, c'est pas. Mhm. Tu vois. Ok. Parce que oui, ça rentre dans le thème. Hein. Les gens qui promeuvent l'art et la culture aussi, ça marche. Est-ce que tu as des noms ou des... Pas du tout. Non. Mais Ok. après, si t'es pas à l'aise avec ça, je comprends tout à fait. Peut-être que c'est moi je le Non, ferais mais peut-être c'est un intéressant. jour. Mais voilà, C'est intéressant. c'est dans Bien sûr, moi je l'idéal. veux pas interroger que des artistes, mais aussi Ouais. tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, mais vu que Ouais. tu parlais de ça, ouais, j'aimerais bien voir comment ils s'expriment, quelle est leur vision, tu vois, comment ils choisissent leurs artistes, etc. Et du coup les comparer à ce qui se passe dans la réalité, quoi. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup, Merci, encore une Mélissa. fois. Au revoir. Je veux juste un peu de miel. Des